français, ce qui explique sa présence massive dans les inventaires des bibliothèques privées. Ce livre n'était pas seulement un répertoire étendu d'informations de tous ordres, tant en ce qui concerne l'organisation sociétale et religieuse de la Chine impériale, que la représentation d'un certain nombre de ses réalités matérielles. Mais c'était surtout un superbe livre d'images, intégrant des illustrations en pleine page, des planches, des dépliants, qui faisaient de lui, si je puis me permettre cette expression, un monument de science ornementale. Sa publication s'inscrivait dans l'émergence de toute une littérature à caractère encyclopédique, composée de relations de voyage, les fameuses relations de Johann Niehoff et d'Alfred Dapper, par exemple, qui sont aussi des récits d'ambassade, d'albums illustrés comme la Galerie agréable du monde. Il y a aussi les fameuses lettres édifiantes et curieuses des jésuites de Chine, le tout formant une véritable Chine sur papier qui a fourni à l'esthétique chinoisante des XVIIe et XVIIIe siècles un certain nombre de thèmes et de motifs. Et par exemple, sa présence est évidente dans la première tenture chinoise de Beauvais, l'histoire de l'empereur de Chine, où figurent notamment les astronomes. Le jésuite portant la robe de mandarin frappé de l'image du phénix qui mesure au compas le globe céleste devant lequel il est assis, c'est manifestement le même personnage que celui qui apparaît dans la China Illustrata et qui est le père Johann Adam Charles von Bell, donc un jésuite d'origine allemande, devenu président du tribunal des observations astronomiques auprès de la cour impériale. Et donc il me semble pertinent de nous interroger sur la manière dont Kierkegaard a organisé sa vision de l'ancienne Chine. C'est que je voudrais faire en prenant en compte évidemment sa personnalité, mais aussi le contexte historique dans lequel il a vécu, et qui en fait rassemble des marqueurs constitutifs de l'identité jésuite, une mémoire culturelle imprégnée de références à la tradition hermétique occidentale qui n'ont, à mon avis, pas été suffisamment prises en compte par les commentateurs lorsqu'ils ont parlé de Kirchhoff et de la Chine, et probablement certaines connexions directes ou indirectes avec la production lettrée en provenance de l'Empire du Milieu. Première constatation. La China Illustrata s'inscrit nettement dans le projet collectif qui guide la vocation missionnaire de la Société de Jésus, c'est-à-dire le devoir d'intelligence. Dans la lignée de la Devotio Moderna, mais aussi dans le contexte mondialisé où évolue la Société de Jésus à partir de la fin du XVIe siècle, l'objectif était d'encadrer la présentation du monde chinois par référence à une théologie positive, désireuse de saisir l'ordre providentiel du monde à travers la multiplicité de ces manifestations productrices de sens. Donc c'est une démarche qui est conforme aux impératifs pragmatiques guidant la théologie missionnaire telle qu'elle est exposée dans les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, et cela veut dire que la description des réalia de l'univers ambiant, même les plus humbles, les plus triviaux, peuplant, dit Kierkegaard, le grand théâtre d'innombrables merveilles, est d'abord un acte de foi dans l'incarnation visuelle du Verbe créateur. Qu'il s'agisse d'animaux rares
comme ici le cerf chevrotin porteur de musc, qu'il s'agisse de plantes à droite comme l'emblématique théier, ou qu'il s'agisse de réalisations humaines, comme cette pagode à 9 étages qui fait irrésistiblement penser à la grande pagode de Loi Sauvage à China. Donc la China Illustrata est d'abord une encyclopédie, œuvre d'une étonnante figure de jésuite humaniste, polymathe, intempérant d'ailleurs, savant universel, passionné par les doctrines ésotériques circulant au XVIIe siècle autour de lui, auteur d'un impressionnant ensemble de traités en latin qui sont de formidables constructions intellectuelles portant sur toutes sortes de sujets. La musique, traitée dans la Musurgia Universalis de 1650. Les hiéroglyphes égyptiens, traités dans l'Oedipus Aegyptiacus de 1654. Le magnétisme évoqué dans le De Arte Magnetica de 1641. La géologie dans le Mundus Subterraneus de 1664, et j'en passe, donc la liste n'est pas limitative. Dans cet ensemble, la China Illustrata était en fait la pièce maîtresse d'une véritable Bibliothekenstrategie qui ambitionnait d'inventorier pour mieux connaître et donc pour mieux comprendre, ce qui est conforme à la politique d'adaptation conçue par le fondateur de la mission de Chine, Matteo Ricci, un projet pour lequel furent mobilisés des moyens considérables, matériels, psychologiques, intellectuels, jusqu'à l'acculturation des jésuites eux-mêmes dans le contexte multireligieux du pays d'accueil. Ce qui explique évidemment l'ambiguïté affectant une des illustrations les plus frappantes du livre, qui présente le fondateur de la mission en compagnie de son disciple Xu Guangqi, dit Paul Siu, un converti chinois. Il fait partie avec Li Chizhao et Yang Tingyun, n'est-ce pas, des trois piliers de l'évangélisation chrétienne en Chine, devant un autel que surmonte une représentation de la Vierge à l'enfant. Ces personnages, que nous retrouverons d'ailleurs dans la décoration d'une armoire-cabinet allemande de 1710, sont-ils des prêtres catholiques, revêtus d'insignes impériaux, ou sont-ils des mandarins déguisés en jésuites? Deuxième constatation. Comme le titre de l'ouvrage, évidemment, l'indique, la dimension visuelle était prépondérante. Seulement, Kierkegaard n'était jamais allé en Chine. Il travaille en chambre dans l'institution jésuite la plus importante de Rome, le Collegium Romanum, sur base des informations qui lui avaient été communiquées par ses collègues, car les navires dont il a été question précédemment ne transportaient pas que des marchandises, mais aussi des missionnaires, et parfois sur base de dessins, de croquis, pris sur le terrain, sur le vif, comme par exemple ceux du prêtre autrichien Johann Gruber, qui avait voyagé dans l'Himalaya, ce qui explique la présence dans la China de la première représentation connue en Occident du Potala de Lhasa. Dans d'autres cas, des documents chinois probablement authentiques et reproduits avec une certaine fidélité aux originaux semblent être parvenus jusqu'à Rome. Comme par exemple cette représentation, d'après un original chinois, d'une divinité que Kierkegaard appelle l'idole de Poussa,
et qui est en réalité la forme chinoise, Kuan-Yin, Pusa, du Bouddha de compassion Avalokiteshvara. Le plus souvent, pourtant, Kierkegaard suppléait aux lacunes de sa documentation en mettant en jeu une pratique de la visualisation qui est très présente dans la tradition anthropologique jésuite, qui trouve elle aussi son origine dans les exercices spirituels et qu'on pourrait appeler un imaginaire contrôlé. Elle consistait à proposer au lecteur d'appréhender le réel au terme d'une activité mentale restauratrice, de la même manière qu'il était par exemple recommandé de reconstituer par l'imagination les épisodes de la vie du Christ ou les lieux dans lesquels il avait vécu. Donc la Shina Illustrata peut, de ce point de vue, être comprise comme une composition de lieux. De même que l'antique Judée, éloignée dans le temps, la Chine était éloignée dans l'espace, et de même, les images orientales de Kierkegaard se voulaient le substitut d'un manque, que venait pallier la mise en place d'un compendium dont l'adéquation à la réalité n'était finalement que le résultat de l'accumulation même des images rassemblées de façon ostentatoire, en vue de provoquer l'adhésion dans une série de mises en scène spectaculaires autour desquelles, à vrai dire, semble s'organiser le texte plutôt que le contraire. Un personnage extrêmement intéressant, donc Mikhail Piotr Boym, qui a été l'ambassadeur de la Cour des Mines auprès du Vatican, enfin c'est toute une histoire assez extraordinaire. Alors, dans l'illustration de Kierkegaard, c'est à toute une mise en scène, n'est-ce pas, que nous avons affaire, soutenue par un artifice de perspective qui déplace le point de fuite vers ce qui semble être le véritable sujet, c'est-à-dire ce groupe de Chinois composé de 3 hommes et de 2 femmes. La perspective est théâtralisée, avec ce fruit surdimensionné à l'avant-plan. Et puis il y a évidemment ces personnages saisis dans une activité familière et un arrière-plan plus lointain où l'on repère notamment une pagode. Certes, le propos documentaire existe, souligné par un élément référentiel censé en garantir l'authenticité, c'est-à-dire l'inscription en chinois, mais le décor d'une étonnante créativité suggère une sorte d'Éden exotique qui semble assez bien préfigurer finalement la place qu'occupera plus tard l'idylle pastorale dans la culture d'agrément du XVIIIe siècle. En douterait-on qu'il suffirait d'observer la statuaire dorée ornant le pavillon chinois conçu par Johann Gottfried Bühring pour donc, le château de Frédéric II de Sans-Souci à Potsdam. Comme chez Kierkegaard, la scène est structurée autour d'un groupe de personnages que dominent les troncs élancés des palmiers, ou je ne sais pas trop, peut-être des arbres à papaye. L'homme assis est dans la même position à peu près dans les 2 cas, le geste de la main donc assez semblable, alors que dans les 2 cas sont également utilisés des récipients. Certes, le mouvement vers l'autre et que donne à lire de telles images s'accorde avec le profil général de la stratégie missionnaire, fondée sur l'idée d'établir une transaction avec un environnement socioculturel inédit. Mais la vocation propagandiste sous-jacente est présente. Il s'agissait aussi de concrétiser une certaine excellence de l'ancien empire, la part d'instrumentalisation entrant dans le transfert de ces représentations
qui conduira d'ailleurs plus tard Voltaire à les dénoncer comme une fraude pieuse. Et les arrière-pensées idéologiques, évidemment, sont présentes. Kierkegaard n'oubliait pas, par exemple, de placer sous les yeux de ses lecteurs un portrait très flatté de l'empereur de Chine, dans un décor occidentalisé, en compagnie de Charles von Bell, le même Charles von Bell que nous avons déjà vu. Et les deux personnages apparaissent dans des attitudes semblables, en costume chinois, dans des postures parallèles, ce qui suggère inévitablement aux yeux du lecteur une connexion intime, donc Chine-Europe, dont la gestion est assurée par, évidemment, la société de Jésus. Dans d'autres cas, l'autonomisation de l'image s'accentue. Comme on le voit dans cette curieuse illustration, qui doit sans doute quelque chose à la tradition emblématique en honneur dans les collèges jésuites, montrant un mandarin absorbé dans un exercice de calligraphie en compagnie d'un singe. Kierkegaard observe très justement que le mandarin peint plus qu'il n'écrit. Là, il a, n'est-ce pas, donc une véritable intuition de ce qu'est l'art de la calligraphie en Chine. Mais aucune explication à propos de l'animal qui tient une feuille de parchemin dans un geste manifestement parallèle au labeur appliqué du lettré absorbé par sa tâche minutieuse. Non plus d'ailleurs qu'en ce qui concerne les figures géométriques qui se trouvent sur la paroi, et qui ne sont pas explicitées malgré la présence de ces lettres A et B, c'est-à-dire d'un procédé de lettrage. Ça ne correspond à rien dans le texte, mais le procédé de lettrage est une pratique habituelle de l'apologétique jésuite en Occident, comme le montrent les célèbres Evangelicae Historiae Imagines de Jérôme Nadal, qui, comme vous le voyez, ont donné lieu à une version chinoise. Par conséquent, était déjà répertorié dans l'Oedipus Aegyptiacus, où notre pic de la Mirandole jésuite donnait libre cours à son égyptomanie, fondée sur le postulat d'une tradition ésotérique pré-chrétienne, dont évidemment issue de la révélation d'Hermès Trismégiste. Et c'est une filiation qui mérite d'être mentionnée, moins à mon avis parce qu'elle permet d'identifier la source d'une étrange gravure qui fait partie du 5e livre des figures et ornements chinois 1736, publié par François Thomas Mondon, intitulé Putsa tenant son fils Horus, elle figure dans le catalogue Pagode et Dragon des musées Cernouchi, que parce qu'elle permet de comprendre la méthode d'approche adoptée par Kierkegaard à l'égard des civilisations extra-européennes en général. C'est que, voyez-vous, Kierkegaard avait hérité de la Renaissance l'idée d'un univers conçu comme l'expression intemporelle d'une vérité divine immanente dans toutes les religions et dans toutes les philosophies, dont la pensée égyptienne était la dépositaire. Kierkegaard était fasciné par les sciences occultes, l'alchimie, la magie naturelle, la kabbale, voire même la démonologie. Et donc il avait mis au point toute une méthodologie comparatiste inspirée de l'art combinatoire de Raymond Lull, fondée sur un réseau complexe de références culturelles destinées à suggérer, faute de connaissances positives sur la Chine, d'innombrables filiations avec des réalités occidentales saisies indifféremment dans le temps et dans l'espace. Donc en d'autres termes, le monde visible de Kierkegaard se double aussi d'un monde lisible, articulé sur une multitude de connexions fantasmatiques avec
l'Antiquité égyptienne ou même le christianisme. Ainsi, l'idole Pussa, dans la Shina Illustrata, est identifiée comme l'équivalent chinois de la déesse mère Cybèle et de l'Isis égyptienne. Dans les Dipus Egyptiacus, elle est couronnée d'attributs qui se retrouvent plus ou moins dans la gravure de la Shina, dans cette coiffure ornée des épis de blé de Déméter et de ses ornements en forme d'uræus. Ailleurs encore, le lecteur découvre un dieu japonais à 3 visages dont les traits ressemblent singulièrement à ceux du Christ, émanant d'une sorte de globe rayonnant, un des éléments qui est également présent dans l'image de l'idole Pussa. Même hasardeux rapprochement. Dans la glose de cette autre gravure bouddhique où apparaissent 3 divinités que bien entendu Kierkegaard compare à la Trinité chrétienne, mais pas seulement, parce que, dit-il, la plus importante qui siège en majesté représente le Jupiter chinois. Il précise même, c'est ainsi qu'il l'appelle. Alors qu'en fait, il reprend comme nom de cette qu'il y a toute une partie de la Shina Illustrata qui accueille des éléments qui relèvent du brahmanisme. Et donc il y a même des tentatives de traduction de textes sanscrits qui accompagnent cela. Le Japon aussi est évidemment concerné, puisque Kierkegaard, comme beaucoup de ses contemporains, ne distingue pas très clairement la culture chinoise de la culture japonaise. Et donc, il travaille par ouï-dire. On sait que, par exemple, il a manifestement, il sait qu'au Japon, il y a une secte qu'il appelle Shanshus, qui est certainement le Shinto. Donc, il parle des kami, là, le terme est présent. Et donc, il y a même une transcription de la fameuse invocation bouddhique Namu.